Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je crois que nous sommes toutes et tous ici pleinement sensibilisés au contexte d'instabilité économique et géopolitique par ailleurs que vous avez rappelé tout à l'heure et auquel les collectivités locales ont à faire face et qui impactent leur modèle de financement. Nous l'évoquions tout à l'heure au moment du compte administratif, la non-compensation par l'État des aides individuelles, la dégradation du marché immobilier et le dynamisme ralenti de celui des biens et services via la TVA rabotent les recettes attendues des départements et en l'espèce le nôtre également. Je sais que nous partageons les grandes lignes de cette analyse, même si nous divergeons, je pense, sur l'appréciation de l'importance des mécanismes de péréquation, car en réalité, je pense que la difficulté, ce n'est pas au fond tant la péréquation que le fait que nous n'ayons plus de pouvoir de taux, puisqu'il n'y a plus de fiscalité directe pour notre collectivité, et donc plus de capacité à maîtriser une partie de nos recettes via l'impôt. Je précise que du temps où on l'avait, on l'a assez peu actionné, ceci étant dit. Donc ces difficultés sont là, alors même que les besoins de protection et d'accompagnement de nos habitants évidemment augmentent, alors même que la fragilisation de la population, voire la paupérisation et l'exclusion d'une partie d'entre elles, appellent évidemment l'intervention de la puissance publique à tous les niveaux territoriaux et en particulier au niveau départemental. Vous évoquiez tout à l'heure, vous avez été plusieurs à évoquer tout à l'heure l'effort qui en son temps a été demandé par le président Hollande. Je ne l'ai pas oublié, j'étais aussi dans cette enceinte à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut invoquer ce moment indéfiniment, hein. On peut tous s'envoyer cela dans nos débats respectifs, mais c'était, je le rappelle, il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, les gouvernements successifs que nous avons eus, je ne crois pas qu'ils soient revenus sur ces décisions, et au contraire, ils les ont aggravées et accentuées, et je ne crois pas que les gouvernements que vous avez soutenus aient fait sur ces 10 dernières années mieux que ce qui a été fait. Et je ne crois pas, enfin, le gouvernement Macron, je crois que c'est vous qui l'avez soutenu depuis 2017. Je ne crois pas que Bruno Le Maire se soit jamais assis une seule fois du côté de cet hémicycle avec nous, mais au contraire, c'est bien lui qui a creusé le déficit de l'État. Donc, je crois que là-dessus, vous avez largement à balayer devant votre porte que... Le ministre des Finances, je crois que c'est un certain Bruno Le Maire, il a été pendant longues années, et c'est quand même lui qui aujourd'hui a fait que sur le milliard 8 que vous évoquez tout à l'heure sur la DGF, ce qui est une réalité, hein, voilà, qui est une réalité, voilà, 90%, c'est de la Macronie et consorts, et pas de l'époque que vous évoquiez tout à l'heure. Ceci étant dit, dans ce contexte incertain, évidemment, va se poser le choix des priorités qui seront à faire pour conduire, évidemment, les politiques dont ont besoin les alto-séquanaises et alto-séquanais. Que nous dit, du coup, ce projet de budget qui est, au-delà des contraintes qui ont été évoquées et du contexte qui a été évoqué, sensiblement le même dans les équilibres qu'il propose. Malgré ce contexte difficile, effectivement, les recettes réelles de fonctionnement resteront à un niveau, vous l'avez précisé tout à l'heure, quasi identique à celui de l'an dernier, c'est-à-dire aux alentours d'1 milliard 643 millions d'euros. Les dépenses réelles de fonctionnement, donc je retire vraiment la péréquation de côté, les dépenses réelles seront attendues à hauteur d'1 milliard 672 millions d'euros, soit déjà un delta de 29 millions d'euros sur ce premier constat. 62% des dépenses de fonctionnement seront fléchées vers l'action sociale et l'aide sociale, plus d'un tiers étant consacré d'ailleurs au financement des allocations individuelles de solidarité, dont on se demande d'ailleurs, Monsieur le Président, si leur revalorisation sera pleinement assurée, puisque j'ai cru comprendre, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans la presse, que les Hauts-de-Seine avaient rejoint la liste des départements
de droite et du centre qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas l'augmentation d'1,7% du RSA prévue au 1er avril. Je vois que j'ai bien constaté que cette augmentation, cette revalorisation était inscrite au budget, mais je ne sais pas si vous allez la mettre en œuvre ou pas. À y regarder de plus près les dépenses pour les différents parcours de l'action sociale. Et je vais, là encore, comme tout à l'heure, me concentrer sur la solidarité, puisque c'est la compétence principale et le principal des dépenses. À regarder de plus près les dépenses pour les différents parcours de l'action sociale, finalement, c'est un peu des questions de vase communicant entre hausse et baisse des budgets, les parcours dont le financement baisse par rapport à l'exécuté 2024 au compte administratif. D'un côté, c'est le cas du parcours petite enfance avec un peu moins de 13 millions d'euros au BP cette année pour 19 millions d'euros exécutés en 2024. Certes, on peut comprendre cette baisse annoncée, hein, on l'avait déjà évoqué, cette baisse annoncée sur notamment le sujet des crèches, pour le dire vite, au regard du processus de municipalisation qui est engagé. Cela ne veut évidemment pas dire que des besoins de places en crèche sont moindres, au contraire, dans notre département. Et je regrette d'ailleurs au passage que le département se désengage finalement un peu à bas bruit de cette compétence. On comprend moins bien, en revanche, même si ça peut paraître un peu anecdotique, la baisse du million d'euros pour l'allocation bébé d'homme qui passera au BP de 3,6 millions face à 4,7 millions exécutés en 2024, motivé d'ailleurs dans le rapport par soi-disant une baisse des naissances actée. Qui est réelle en France, je ne la conteste pas, effectivement. Voilà. Elle est moins vraie dans les Hauts-de-Seine, puisque si on regarde effectivement la statistique de l'INSEE, celle qui est mobilisée, entre 2023 et 2024, les naissances ont augmenté, pas de beaucoup, mais elles ont augmenté dans les Hauts-de-Seine. C'est un profil un peu atypique, mais elles ont augmenté alors que, effectivement, cette croissance démographique prenait un autre chemin dans d'autres départements. Financement également un tout petit peu en baisse, mais je souhaite le pointer quand même du côté des PMI. C'est un peu dommage quand on sait qu'en Ile-de-France, les indicateurs en périnatalité sont plus dégradés que la moyenne nationale, avec notamment des inégalités interdépartementales qui sont nettement marquées. Certes, c'est sans doute un petit peu moins vrai dans notre département, mais quand on sait le rôle que peuvent jouer ces structures dans, par exemple, la prévention de la mortalité infantile, on ne peut que regretter ce soutien qui aujourd'hui est un peu affaibli. En baisse également le parcours protection de l'enfance, puisque 243 millions d'euros sont budgétisés, donc annoncés effectivement avec 9% d'augmentation si on compare les BP, les deux budgets primitifs. Mais si on regarde l'exécuté 2024, c'est 5 millions d'euros qui sont désinscrits sur le BP 2025. 4 millions d'euros, pardon, qui sont désinscrits. On sait que ce secteur est en crise profonde et il mérite évidemment, on a déjà eu plein de débats sur ce sujet ici, que l'on maintienne les crédits en sa faveur, alors même que l'État, là aussi sur ce secteur, s'est désengagé financièrement au fil des ans. Il n'est évidemment pas opportun, si c'est le moins qu'on puisse dire, que le département en prenne le chemin. C'est pas le chemin qu'il est en train de prendre, mais renforçons plutôt ce secteur plutôt que d'affaiblir. Et d'ailleurs, je trouve qu'un effort un effort mieux identifié, notamment à destination des jeunes majeurs de l'ASE, aurait été un plus dans ce budget, mais je n'ai rien trouvé de très explicite sur le sujet. Les parcours dont les financements augmentent, parce qu'il y a quand même des parcours qui voient leur dotation budgétaire un peu progresser comparativement à l'exécuté de 2024. Le premier d'entre eux, c'est celui qui concerne les bénéficiaires du RSA. Cette hausse n'est pas due à une prédiction de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, comme dans le BP 2024, mais pour une fois, c'est le budget d'accompagnement, je le pointe. C'est quand même un peu c'est original, hein, c'est le budget d'accompagnement qui est augmenté, puisque par rapport au compte administratif de l'an dernier, ce sont 2 millions d'euros en plus qui sont inscrits au BP sur cette question de l'accompagnement. Mais je pense que d'autres collègues viendront sur ce sujet tout à l'heure. Le budget vers les parcours seniors est également en hausse du fait de l'augmentation du volume des allocations.
Et sur ce secteur, d'ailleurs, on aurait aimé que le maintien à domicile, qui constitue normalement un axe important de la politique départementale, s'accompagne également d'un effort notable sur la question de l'adaptation au logement. C'est un peu évoqué dans la question d'investissement, mais sans doute de manière insuffisante. Il reste en effet cet accompagnement sur l'adaptation des logements, il reste trop symbolique au regard de l'évolution des logements qui doivent être accompagnés. Toujours sur cette question du logement à destination et de l'accompagnement des personnes âgées dans le rester chez soi, on aurait aussi aimé trouver quelques éléments pour favoriser, par exemple, une offre adaptée telle que le soutien aux résidences autonomie ou au développement du logement intergénérationnel, qui sont autant de pistes pour le mieux vieillir chez soi, qui fondent, je pense, la politique du maintien à domicile que le département souhaite développer. Dernier petit point, pour finir sur les aides sociales, un mot sur les parcours ciblant les publics fragilisés. Les crédits ouverts sont globalement en hausse, mais avec une petite anomalie. Je pense que c'est une erreur, je pense, puisque il y a une seule action qui, en tout cas au BP, voit ses crédits un peu diminuer de manière assez étonnante. Il s'agit de l'aide aux victimes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, pour laquelle en tout cas 2 millions d'euros ont été engagés au CA en 2024, et je vois dans le rapport inscrit 1,8 million pour 2025. Je pense que ça doit être une erreur, en tout cas symboliquement dommageable, quand on sait les actions conduites en la matière dans le cadre de la politique que vous déployez et sur laquelle nous avons jusqu'alors plutôt émis des avis favorables. Pour ces publics fragilisés, d'ailleurs, je rappelle qu'ils sont la cible du contrat départemental des solidarités, un contrat qui prévoit justement un soutien aux actions de lutte contre la précarité alimentaire en faveur du mieux manger pour tous. Et c'est un peu dommage dans les actions qui sont proposées que cette question, je me permets de le pointer, cette question de l'alimentation soit totalement absente dans ce budget, est-elle à peine effleurée avec évidemment la question de la restauration scolaire. Cela devrait pourtant être un axe majeur de notre action de transition écologique, pouvant s'appuyer sur un véritable projet alimentaire territorial. Et nous pourrions d'ailleurs nous appuyer sur ce point, sur la grande qualité du diagnostic alimentaire territorial qui a été élaboré par les services à l'automne dernier dans le cadre de la coopération avec le Cambodge. Voilà, je voulais le citer au passage. Très vite, parce qu'il y aura d'autres interventions du côté de la section investissement, les choses ont été dites, ce sont près de 550 millions d'euros qui sont prévus, un niveau assez proche de celui de 2023, de mémoire, si je ne m'abuse, avec une nouvelle fois un appel à l'emprunt pour les financer à hauteur de 432 millions d'euros. Donc on s'approche, tout à l'heure M. Baguet évoquait le milliard 6 ou milliard 8 d'investissement, je ne sais plus de mémoire, en face ou en accompagnement, on s'approche du milliard quasiment, on est à 900 et quelques, on s'approche du milliard d'emprunts cumulés en fin d'année si l'autorisation d'emprunt prévue était totalement utilisée. On a aujourd'hui un encours de dette relativement cadré, puisqu'on doit être de l'ordre de 350 à 355 euros par habitant. Il faudra évidemment veiller à ce que ce taux n'explose pas dans les années à venir. Et pour terminer, là pour de bon, petit mot juste sur le budget vert annexé. Juste une petite remarque au passage, puisque je ne vais pas m'étendre trop sur l'annexe, puisque nous savons que la mesure est encore imparfaite, donc je la prends pour ce qu'elle est, hein, évidemment. Un constat néanmoins, malgré cette imperfection encore dans le calcul, un constat néanmoins, celui d'un investissement cette année globalement moins favorable que l'an passé, puisque les dépenses en investissement dites favorables dans les tableaux qui sont présentés représenteront environ un tiers, 34% exactement des investissements totaux. C'était 45% au BP de l'an dernier, voire même 47% au compte administratif qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, attention donc à l'impact de nos investissements, puisque en temps de crise, on peut être tenté effectivement de mettre aussi nos efforts de transition écologique de côté, mais il faut savoir tenir le cap et ne pas acter ce type de recul
en tout cas de manière durable. Je vous remercie. Bien, donc je ne vais pas répondre sur tout, ça serait trop long, mais en tous les cas sur quelques points. Vous disiez que la péréquation était une bonne chose. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tous les cas, lorsque notre département aura atteint un niveau de faiblesse équivalent aux autres, eh bien, je ne sais pas comment la péréquation pourra encore jouer. Parce que quand on n'aura plus nous-mêmes de moyens, bien, on ne pourra pas donner aux autres. Donc, je ne suis pas sûr que dans l'état des choses actuelles, on puisse dire que c'est bien qu'il y ait la péréquation. Ce qu'il faudrait, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ait quand même à un moment donné qu'on se décide à nous donner une vraie recette. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, en tous les cas, nous n'avons pas la liberté d'agir. Sur la baisse des DGF, bon, je ne vais pas me lancer dans une polémique, pardon, entre Hollande et Macron. Pour moi, c'est bonnet blanc et bamblonné. Alors, bon, pour autant, il me paraît quand même que les baisses étaient beaucoup plus fortes sous Hollande que sous Macron. La baisse est moins forte de la DGF ces dernières années que sous les années Hollande. C'est un constat. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Sur le RSA, vous inquiétez en disant que tous les départements ont décidé de ne pas appliquer la hausse de 1,7. Département de droite, oui, ça vous fait plaisir, je le dis. Mais de toute façon, pourquoi cette décision? C'est parce que l'État a décidé encore d'une façon unilatérale, sans aucune concertation. Enfin, le gouvernement, si vous voulez, M. Ouzoulias, c'est pareil, c'est eux qui représentent. Ah bon, on va pas. Bon, d'accord. Allez, je pense qu'il y a des choses plus importantes en ce moment que ça, quoi. Voilà. Donc, ça a été ici. Pourquoi? Parce qu'il y a aucune. Cette décision a été prise sans aucune concertation. Et donc, c'est encore un transfert d'une hausse, enfin, de dépenses supplémentaires, sans que le gouvernement ait décidé une quelconque hausse de contribution, que ce soit à travers les AIS ou autres. Qu'en même temps, ça ne va pas mettre en difficulté les gens qui touchent le RSA. Parce que ce n'est pas nous qui versons directement le RSA, monsieur Timothéo. C'est la CAF. Voilà. Et la CAF va verser conformément à la loi. Voilà. Et nous, on va verser à la CAF, mais sans le 1,7. Donc c'est la CAF et pas les gens qui ne percevront pas le 1,7 d'augmentation. Voilà. Jusqu'à ce qu'on voit si le département décide de bouger ou pas. Nous ferons le point dans quelques mois. Sur la petite enfance, vous dites qu'il y a une baisse. Oui, mais cette baisse s'explique. On ne va pas laisser des montants importants que l'on ne dépense pas. Vous avez d'ailleurs donné une partie de la réponse. Il y a à la fois la municipalisation des crèches qui se poursuit, qui est une politique qui est conduite depuis plusieurs années. Donc, ça crée une diminution. Il y a Bébédom. Vous me dites que ça y est, enfin, la natalité sur un an a réaugmenté. Mais enfin bon, ça a tellement baissé, ça continue à baisser et qu'il y a de moins en moins de gens, de nos concitoyens, qui demandent l'allocation. Et enfin, il y a une troisième chose que vous n'avez pas indiquée, qui est la baisse dans les structures municipales, puisqu'à travers les contrats, nous finançons les villes. Au taux horaire, comme la CAF, on finance. On n'a pas supprimé ça. Même, M. Baguet, ce n'est pas une dépense obligatoire. Voilà. Eh bien, mais il y a moins d'enfants, parce que même les villes n'arrivent pas à recruter de GE et d'auxiliaires. Il y a même des crèches qui ferment. Donc, à partir du moment où il n'y a plus les horaires, on ne verse pas. Donc, il n'y a pas de baisse. C'est une conséquence qui fait que. Mais en tous les cas, nous n'avons pas décidé de baisser les montants individuels qui étaient assortis au taux horaire ou l'allocation Bébédom. Sur la protection de l'enfance, pareil,
il y a une légère baisse de 4 millions d'euros, mais ce n'est pas parce qu'on va moins agir concernant ce secteur. Bien au contraire, les sommes ne cessent d'augmenter ces dernières années. Mais c'est simplement pour réajuster par rapport au CEPOM, par exemple, que nous avons avec les apprentis d'Auteuil et qui vont faire que nous allons récupérer 2 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés par l'institution pour les travaux. Vous vous rappelez qu'on avait signé un CEPOM avec eux de plus de 24 millions d'euros. Voilà, donc il y a 2 millions d'euros dans leur compte et qui ne servent pas. Pas besoin de laisser dans les comptes, alors que nous avons, nous, un effet ciseau. Donc c'est une restitution d'argent que nous avons donné. Alors, ce n'est pas une baisse, c'est moins que ce qui était prévu à leur verser. Les tarifs, pareil, nous avons regardé qu'il y a un certain nombre de tarifs qui n'étaient pas identiques d'une société à une autre et qu'également nous avions des tarifs qui nous étaient faits supérieurs à d'autres départements. Voilà, quand on cherche de regarder comment mieux utiliser l'argent public et de près, parce qu'il faut qu'on regarde, eh bien, ça va entraîner également une diminution de la dépense. Et enfin, vous savez que la loi maintenant indique que pour les assistants familiaux, même s'il n'y a pas d'enfants, nous devons verser 80% du salaire. Eh bien, nous souhaitons mieux utiliser les assistants familiaux que par le passé. Et donc, il y aura un transfert, enfin, moins de places en structure, puisque plus d'enfants chez les assistants familiaux. D'abord, parce que je pense aussi que c'est mieux, enfin, c'est une opinion personnelle, en termes d'accueil. Voilà ce qui génère cette légère baisse, 4 millions sur 245, c'est de la paille, mais en tous les cas, c'est ce qui explique. Et puis, vous nous dites qu'il ne faudra pas faire exploser l'endettement. Il me semblait qu'à une époque, vous nous critiquiez parce qu'on n'en avait pas. Et maintenant, vous nous dites, attention, il ne faut pas trop en avoir. Alors, moi, je veux bien, mais c'est justement ce qui nous permet, Monsieur Timothéo, le fait que nous n'avions pas trop d'endettement par le passé, grâce à cette majorité départementale, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir encore investir, parce que les autres départements ont plus de difficultés, parce qu'eux avaient déjà un taux d'endettement qui était très élevé, et qu'ils sont coincés, puisque comme nous, ils ont moins de marge de manœuvre par les excédents reportés, et qu'ils ont moins de marge de manœuvre aussi par l'emprunt, parce qu'ils sont déjà à un niveau d'emprunt très élevé. Nous avons, nous, cette capacité, mais je vous rejoins, en 2 ans, on va être à 1 milliard, c'est vrai que ça va être difficile de continuer à un tel rythme, mais jusqu'à présent, nous étions bas. Donc, plutôt que de couper les investissements, je considère qu'on peut encore les faire. Je ne dis pas qu'on fera ça pendant 4 ou 5 ans encore. Mais tant qu'on n'est pas à l'inverse d'autres départements obligés de casser, eh bien, je continue. Et j'espère que c'est partagé. Voilà. Quand on sera effectivement, comme malheureusement d'autres départements qui n'ont absolument plus cette capacité, eh bien, nous prendrons peut-être les mêmes mesures qu'eux, mais on n'en est pas là. Et j'espère que le bon sens l'emportera, parce que j'évoquais tout à l'heure, et si on regarde bien le Dilico, vous remarquerez avec moi que beaucoup de départements finalement ont été sortis. Monsieur le sénateur, au départ, il n'y avait plus de départements qui devaient être touchés. Et puis, ils se sont rendus compte que, justement, l'effet ciseau allait être dramatique pour beaucoup de départements. Donc, ce n'est pas 30. C'est aujourd'hui 50 départements, me semble-t-il, je pense sous votre contrôle, monsieur Ouzoulias, qui ont été sortis du Dilico, ce qui a entraîné d'autres collectivités à devoir verser, et des communes parfois plus petites. Donc, ça veut dire que le gouvernement considère que 50 départements ne pouvaient pas, sont dans une situation tellement fragile qu'ils ne pouvaient pas toucher ou mettre une
c'est une forme de péréquation, enfin, imposer le Dilico. Mais si ça continue comme ça, et si l'an prochain c'est pareil, c'est pas 50 départements, ça sera 80, et après ça sera 100. On sera peut-être les derniers, mais ok, c'est pas une satisfaction. Ce qu'il faut, c'est que nos parlementaires se battent pour faire changer cela, Monsieur Ouzoulias. Je compte sur vous. Surtout qu'au Sénat, c'est les collectivités territoriales que vous représentez. Voilà. Allez, on passe à Monsieur Jarry.